On voit donc que les agences de notation ont été très clémentes avec la France, alors que les marchés, eux, ont été beaucoup moins cléments, et c'est ce que l'on voit sur ce graphique. Vous avez les taux à 10 ans des différents États qui figurent en haut, et donc la courbe bleue, c'est la courbe du 10 ans français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire de fin d'année, bien évidemment. Nous sommes très heureux, hein, Philippe et moi-même, de pouvoir vous apporter notre regard sur les marchés de taux, avec une année compliquée, hein, sur les marchés, surtout en Europe. Et justement, notre objectif, quand nous avons lancé ce webinaire, c'était justement de vous aider à y voir plus clair. Ce que je vais faire, hein, comme à mon habitude, c'est de revenir sur nos conclusions du mois de novembre. On avait vu effectivement les doutes qui avaient émergé aux États-Unis ne semblaient pas suffisamment sérieux pour remettre en question, hein, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En effet, malgré des incertitudes, la Fed avait maintenu sa stratégie de baisse des taux pour soutenir l'économie, tout en surveillant l'inflation et l'emploi. Ces préoccupations avaient influencé, bien évidemment, les marchés obligataires et en entraînant une hausse des taux d'intérêt à moyen et long terme aux États-Unis. Et par ricochet, cette dynamique avait provoqué une augmentation des taux longs également en Europe, en raison des intervenances économiques et financières. En Europe, la BCE avait poursuivi sa politique de baisse des taux dans un contexte de croissance atone. Et enfin, les courbes des taux devaient continuer à se pontifier, reflétant les attentes d'une reprise économique progressive sur le long terme, malgré des conditions difficiles à court terme. Et justement, hein, Philippe, on va revenir sur ces conclusions où on s'était pas finalement trompé, hein, et engager la discussion, à savoir sur ce qui s'est passé un peu depuis la fin du mois de novembre. Absolument. Et donc, comme les fois précédentes, on va peut-être commencer par la croissance au niveau mondial et voir comment elle évolue et comment on peut l'anticiper. Le FMI a sorti de nouvelles prévisions en octobre dernier. Ces prévisions n'ont pas changé fondamentalement sur la croissance globale, la croissance du PIB mondial pour 2024 et 2025, puis qui reste aux alentours de 3,2%. En revanche, le FMI a modifié ses prévisions pour les États-Unis et pour la zone euro, et cela en sens inverse, puisque le FMI a relevé ses prévisions pour les États-Unis et a plutôt abaissé ses prévisions sur la zone euro. Donc on est maintenant à 2,8% de croissance pour 2024 et 2,2% pour 2025 aux États-Unis, et une croissance en Europe qui, selon le FMI, serait de l'ordre de 0,8% en 2024 et en zone euro et 1,2% en 2025. Si on zoome sur l'Allemagne et la France, on voit que l'Allemagne continue à avoir des difficultés, puisque le FMI là aussi a réduit ses prévisions de croissance à 0 pour 2024 et 0,8 pour 2025. En France, le FMI a une prévision plus contrastée, puisqu'il a relevé la prévision pour 2024 en partie par l'effet Jeux olympiques, et abaisser celle pour 2025. Donc, on est à 1,1 pour 2024 et 1,1 pour 2025. Cela étant dit, la situation politique française et son impact sur l'activité au quatrième trimestre pourrait faire qu'on n'atteigne pas nécessairement ces niveaux. Si on regarde maintenant sur des indicateurs avancés que sont les PMI et la croissance du PIB telle qu'elle a été révélée par les derniers chiffres de croissance publiés, on voit qu'en zone euro, on est à 0,9%
ce qui était anticipé et ce qui était le niveau déjà du mois précédent. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Pas non plus réellement de surprise aux États-Unis, où on est à 2,8% au troisième trimestre en rythme annualisé. Sur les PMI, peut-être plus intéressant, on voit que les PMI en zone euro ont plutôt tendance à glisser vers la baisse en passant de 50 à 48. Vous savez que 50, c'est le seuil qui sépare la croissance de la récession. Et donc, ils sont à 48 pour la zone euro et plutôt à la hausse à 55,3 aux États-Unis, ce qui corrobore les prévisions que l'on vient de voir du FMI, donc plus pessimiste pour la zone euro, plus optimiste pour les États-Unis. Les taux de chômage restent stables à ce stade, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Si l'on regarde maintenant l'impact sur l'inflation, on constate que l'inflation se stabilise. Si la tendance à la baisse devrait se poursuivre, on a tout de même une stabilisation pour l'instant, avec des indices d'inflation globaux qui sont légèrement à la hausse en zone euro comme aux États-Unis, puisqu'on est passé de 2 en zone euro à 2,3 et aux États-Unis de 2,4 à 2,6. En revanche, sur l'inflation sous-jacente, on voit que c'est véritablement une stabilisation, puisque on conserve les mêmes niveaux, 2,7 pour la zone euro et 3,3 pour les États-Unis. Donc globalement, sur l'inflation, pas d'inquiétude particulière, elle devrait continuer à baisser, même si elle marque un palier, comme c'était déjà le cas le mois dernier. Même avec la politique de Trump à ce stade. Les politiques des banques centrales, là aussi, n'ont pas surpris. La prochaine réunion de la BCE sera le 12 décembre et elle devrait continuer à baisser ses taux comme elle l'a fait au mois d'octobre. Aux États-Unis, on devrait également, le 18 décembre, avoir une poursuite de la baisse des taux, comme là aussi ça a été fait au mois de novembre par la Fed. La question pour la BCE comme pour la Fed, c'est est-ce que ce sera 25 points de base ou 50 points de base ? Nous penchons plutôt pour 25 points de base compte tenu des situations politiques à la fois en zone euro et aux États-Unis. En zone euro avec les difficultés sur lesquelles nous reviendrons à la fois en France et en Allemagne, et aux États-Unis avec l'entrée en exercice du nouveau président au début 2025. Sur la parité euro-dollar, on voit que sur le mois dernier, le dollar s'est apprécié assez sensiblement par rapport à l'euro. Et ceci est assez normal dans une période où, on l'a vu, la croissance anticipée est plus forte aux États-Unis qu'en Europe, mais aussi dans une période troublée sur le plan politique en zone euro, à la fois en France et en Allemagne. Sur les courbes de taux, ce que nous avions dit, c'est que nous devrions avoir des pontifications des courbes de taux sous l'effet des baisses des taux courts. C'est bien ce que l'on constate sur le graphique de gauche en France. En jaune, vous avez la courbe des taux telle qu'elle était à fin octobre et en rouge telle qu'elle était à fin novembre. Et vous voyez que sous l'effet de la baisse des taux, la courbe des taux française s'est pontifiée. En Allemagne, sur le graphique de droite, c'est moins clair. On a plutôt une translation vers le bas qu'une pontification, en ce sens que les taux longs ont baissé à peu près autant que les taux courts. Aux États-Unis, là, on a un phénomène un peu différent. On a un aplatissement de la courbe plutôt qu'une pontification. On voit que sous l'effet des baisses de taux de la part de la Fed, les taux courts baissent, mais il n'y a pas de baisse des taux longs compte tenu des anticipations d'inflation
que l'on pourrait avoir avec la mise en place des tarifs douaniers par Donald Trump au moment de son entrée au pouvoir. Cette courbe des taux, donc la courbe rouge qui est la courbe actuelle par rapport à la courbe jaune qui était celle à la fin du mois d'octobre, montre qu'il n'y a pas réellement d'anticipation, plus réellement d'anticipation de baisse des taux aux États-Unis, en tous les cas des anticipations plus faibles de baisse des taux aux États-Unis, avec donc cette courbe relativement plate. Ce qui est intéressant d'observer, c'est l'écart de taux que vous avez sur ce graphique entre le T-bond, donc le 10 ans américain, et le Bund, donc le 10 ans allemand. Et on voit sur la partie droite que cet écart de taux s'est agrandi récemment. C'est-à-dire que l'orientation différente de la croissance en zone euro, en Europe et aux États-Unis, et en particulier avec l'Allemagne, conduit à des taux américains qui sont plus élevés que les taux européens, et cet écart de taux a plutôt tendance à s'accroître. Si on en vient maintenant à la situation française, qui est évidemment un sujet d'actualité, on peut d'abord regarder ce qui s'est passé du côté des agences de notation. Et ce que l'on voit ici sur ce tableau, c'est que les agences de notation ont été relativement clémentes avec la France jusqu'à présent, puisque Fitch a simplement réavisé à la baisse sa perspective de stable à négative, tout en maintenant sa note de AA-. Ça, c'était le 11 octobre. Moody's, le 25 octobre, a fait de même, a maintenu la note et a simplement révisé la perspective à la baisse. Et Standard & Poor's n'a rien changé lors de sa révision du 29 novembre. On voit donc que les agences de notation ont été très clémentes avec la France, alors que les marchés, eux, ont été beaucoup moins cléments. Et c'est ce que l'on voit sur ce graphique. Sur ce graphique, vous avez les taux à 10 ans des différents États qui figurent en haut. Et donc, la courbe bleue, c'est la courbe du 10 ans français. On voit très nettement que, alors que les taux 10 ans ont baissé un peu partout, et à peu près avec une ampleur équivalente, les taux français, eux, ont beaucoup moins baissé ou sont restés relativement stables, ce qui fait que l'écart de taux entre la France et les autres pays de la zone euro s'est sensiblement accru ou réduit lorsqu'il s'agit des États qui avaient des taux supérieurs à ceux de la France, comme la Grèce ou l'Italie. L'écart de taux aujourd'hui entre la France et l'Allemagne se rapproche de plus en plus des 1%. Et cela, c'est quand même un élément de préoccupation compte tenu de l'impact que ça a sur le déficit public à venir. Même si on navigue déjà dans quelque chose qu'on a connu. On n'est pas encore dans les connus. Si l'on regarde maintenant ce qui s'est passé sur les spreads de crédit, donc entre les écarts de taux entre les émetteurs souverains et les émetteurs d'entreprise, on voit que globalement, sur ce graphique, ces écarts de taux se sont plutôt réélargis légèrement, puisque la courbe bleue, c'est la courbe des prix des emprunts d'État, et la courbe rose, celle des prix des émetteurs entreprises. Vous voyez que les prix des emprunts d'État ont monté plus que ceux des entreprises, qui montrent que donc l'écart de taux s'est légèrement élargi. C'est vrai dans l'ensemble, donc pour l'ensemble des émetteurs entreprises et pour l'ensemble des émetteurs États. Lorsqu'on regarde plus dans le détail la situation française, on s'aperçoit que les émetteurs français ont pâti de la situation politique en France. Ce que l'on vous a mis sur ce graphique,
vous avez en bleu la courbe des taux d'une obligation crédit agricole à échéance 2033. Vous avez en orange, c'est la courbe des taux français. En gris, celle des taux allemands. Kering, donc en vert, qui est aussi un triple B avec une obligation à échéance 2033. Et puis, on a mis deux obligations non françaises, une américaine, Duke Energy, elle aussi triple B, et une hollandaise, JDE. Et vous voyez que les taux de l'État français, on l'a vu, ont baissé beaucoup moins que le reste, mais les taux des émetteurs français, que sont Crédit Agricole et Kering, ont aussi beaucoup moins baissé que les taux des émetteurs non français, ce qui montre donc une certaine pénalisation des émetteurs français compte tenu de la situation politique en France. Quelles sont d'ailleurs ces conséquences de la crise politique française pour les marchés obligataires ? D'abord, ce que l'on constate, c'est que les marchés redoutent plus à court terme un mauvais gouvernement que l'absence de gouvernement, considérant que l'absence de gouvernement, finalement, ne changerait pas grand-chose à la situation, ce qui, globalement, va bien au marché. Mais on peut aussi constater que la situation politique française, comme d'ailleurs la situation politique allemande, risquent de continuer à peser sur l'euro, et que tout cela ne va pas faciliter la tâche de la BCE, qui a enclenché, comme on l'a vu, ces baisses de taux, qui doit continuer des baisses de taux compte tenu de la situation de croissance molle que nous connaissons, et avec une inflation qui est contenue. Toutefois, s'il y a des problèmes sur les politiques budgétaires, eh bien, ça va compliquer la tâche de la BCE, d'autant qu'elle a aussi une préoccupation, c'est de faire en sorte que les écarts de taux au sein des États de la zone euro ne soient pas trop importants. Mais réduire ces écarts de taux, ce qu'elle a les moyens de faire aujourd'hui avec des instruments qui ont été mis en place à la suite de la crise des dettes souveraines dans les années 2010, utiliser ces instruments suppose qu'il y ait un gouvernement relativement stable en France et une visibilité qui permettent de savoir comment vont évoluer les déficits budgétaires, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Comment est-ce que nous avons traduit tout cela dans le portefeuille d'origine ? Eh bien, en poursuivant ce que l'on faisait déjà, c'est-à-dire en continuant à améliorer globalement la qualité de crédit du portefeuille, et en continuant à rallonger la vie moyenne du portefeuille pour bénéficier des baisses de taux. Quelles sont donc nos anticipations pour les semaines à venir et avant qu'on se revoie en janvier prochain, donc l'année prochaine ? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que sur les taux français, le risque, plus que celui d'une crise brutale à la grecque, si je puis dire, ce que l'on constate pour l'instant, c'est un glissement progressif des taux français vers le haut, et donc un élargissement progressif des écarts de taux par rapport aux autres États. C'est moins brutal, mais ça reste très douloureux à terme, parce que tout ça va peser assez fortement et sur les finances publiques et sur les capacités d'investissement des entreprises françaises, comme on l'a vu. Les baisses de taux de la part des banques centrales devraient se poursuivre en décembre, mais compte tenu de ces situations troublées, nous pensons que ce sera plutôt 25 points de base que 50, même si on pourrait être démenti. L'autre élément à prendre en compte pour les marchés de taux, c'est le fait que ces situations troublées entraînent une baisse des investissements et une hausse de l'épargne de précaution. Donc, une baisse des investissements, hausse du taux d'épargne, ça aussi, ça devrait conduire plutôt à une baisse des taux, puisque la demande de placement devrait augmenter plus que l'offre.
Et donc, la tendance que l'on devrait avoir à court et moyen terme, ça devrait être une tendance qui continue à la baisse des taux, tant que l'inflation reste continue. Et de ce point de vue-là, le principal danger, il pourrait venir des États-Unis et une contamination de la part des États-Unis, mais on ne voit pas pour l'instant se mettre en place en euros. Donc l'inflation devant rester contenue, les taux devraient continuer à baisser. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut faire preuve de sélectivité et de prudence. Écoutez, merci beaucoup, hein, Philippe, pour toutes ces explications. Comme évoqué, effectivement, on vous retrouve l'année prochaine avec grand plaisir. Et puis, d'ici là, pardon, profitez de ces fêtes en famille. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.